Notre invité ce matin est Nicolas Bay, vice-président du Front National. Jean-Michel Apathy. Bonjour Nicolas Bay. Bonjour. Nous allons commencer cette émission en évoquant la situation des banques en France. Elles sont soumises à une concurrence implacable d'Internet et les réseaux bancaires traditionnels du coup souffrent. On a appris que la Société Générale, mais aussi les banques populaires, la Caisse d'épargne, supprimeraient et des agences et des emplois. Et on écoute une salariée de la Société Générale et les syndiqués à la CFDT. On l'écoute. La question est de savoir quelles sont les agences qui vont fermer, quels sont les postes qui vont être supprimés. Et donc oui, il y a beaucoup de stress, beaucoup d'incompréhension. C'est par là, Nicolas Bay, parce que c'est une question qui est posée à tous les responsables politiques. Est-ce qu'il faut résister à la modernité ou alors est-ce qu'il faut, avec un peu de fatalisme, accepter un monde qui bouge et donc gérer des réseaux qui disparaissent et des emplois qui diminuent? Je crois que le métier bancaire est en pleine mutation, ça c'est évidemment une réalité et ce serait... stupide de ne pas accepter ce qui relève de la modernité. Et pour autant, il faut être prudent parce que le fait qu'il n'y ait plus aucun contact humain entre une banque et ses clients, je ne suis pas sûr que ça aille vraiment dans le sens de la modernité. Alors peut-être qu'il faut redéfinir la manière dont prend forme ce contact humain, le réseau des agences. Moi, il ne m'appartient pas d'organiser le système bancaire en France, mais il est certain que le fait de supprimer toujours davantage les contacts humains, y compris dans les activités économiques, je crois que ça constitue une certaine forme de régression aussi. Et puis on peut le prendre comme une métaphore des questions qui nous sont posées à tous, mais que les responsables politiques doivent résoudre. Le volontarisme a ses limites. La modernité, les évolutions du monde font que des choses qui sont désagréables, parfois difficiles à vivre, s'inscrivent dans nos vies et invalident souvent l'optimisme des discours. Oui, mais je crois qu'on a aussi tendance à considérer comme une forme de fatalité certaines évolutions parce qu'on a supprimé toutes les protections et toutes les régulations. Et en matière économique, c'est très vrai. On nous dit, voilà, il y a une logique de libre-échange international, de concurrence déloyale. La mondialisation. Oui, mais enfin liée aussi à des contraintes sociales, sanitaires, fiscales qui ne sont pas du tout les mêmes ou environnementales qui ne sont pas du tout les mêmes dans certains pays. Et donc, il y a deux solutions. Ou bien vous acceptez cela et à ce moment-là, c'est le nivellement par le bas à l'échelle de la planète. Ou alors, vous n'acceptez pas cela et vous organisez des protections et des régulations. Voilà. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de pays, y compris de grandes puissances économiques, qui organisent ces protections et ces régulations justement pour éviter d'avoir à subir un espèce de chaos total. Alors, cette métaphore des banques nous permet aussi de parler de la Société Générale elle-même, qui, avec HSBC et le Crédit du Nord, a décidé de clore les comptes que le Front National ou Marine Le Pen possédaient dans ces établissements, ce qui, évidemment, la semaine dernière, a entraîné une réaction assez vive de la présidente du Front National, que l'on écoute. La Société Générale, le Crédit du Nord et la banque HSBC ne doivent pas imaginer qu'ils peuvent influer de manière aussi scandaleuse dans le processus démocratique. Et nous déposerons évidemment plainte. Une plainte en justice, donc la justice dira ce qu'elle a à dire, mais il y a 2 jours, la Banque de France a dit que la Société Générale avait respecté le code bancaire et que la fin des comptes du Front National dans cet établissement bancaire ne correspondait pas à une motivation politique, mais à des problèmes liés à la banque elle-même. Alors, certains disent... Est-ce que c'est la nature de l'argent qui était déposé par le Front National sur ces comptes qui est un problème? Est-ce que vous pouvez nous éclairer, Nicolas Bay, là-dessus? Alors d'abord, la Banque de France, dans un rapport de 3 pages, ne dit pas grand-chose. Et elle dit la Société Générale a respecté la réglementation bancaire. C'est-à-dire la Banque de France reconnaît qu'elle n'a fait aucune véritable investigation et qu'elle s'est limitée à demander à la Société Générale si elle avait respecté les règles. Mais la Société Générale n'a fourni aucun élément. Nous avons dit que nous levons volontiers le secret bancaire si c'est ce qui bloque la Société Générale pour dire la vérité, parce que nous sommes parfaitement sereins. Nous savons qu'il n'y a eu aucun mouvement contestable ou frauduleux, aucun dysfonctionnement. Pas d'argent sale lié aux prêts russes que vous avez contactés il y a quelques années? Bien sûr que non. Nous avons vous en êtes certain? La vérité, c'est qu'on a des banques françaises qui, de manière très antidémocratique, ont refusé de prêter au Front National, alors qu'ils prêtent à des candidats ou à des partis qui n'offrent pas du tout les mêmes garanties de solidité, y compris en termes de résultats électoraux, avec des conséquences financières. Et donc, ça nous a obligés à aller à l'international, à aller à l'étranger pour obtenir des prêts bancaires. Mais tout ça s'est fait de façon parfaitement transparente, parfaitement régulière. Tout a été déposé auprès de la commission des comptes de campagne, s'agissant des différentes campagnes électorales et des comptes du Front National. L'une des banques
russe, nous sommes parfaitement en règle. L'une des Mais banques de russes toute façon, auprès de laquelle vous avez emprunté de l'argent a fait faillite depuis. Et alors, je ne veux pas être désagréable avec les Russes, mais le système bancaire russe, la provenance de l'argent, on entend tellement de choses. oui, vous n'avez pas été imprudent. Avant de donner des leçons à différents pays, je pense qu'on oui, aurait... c'est pour ça que j'évoquais ça avec précaution. Ils s'en moquent un peu, les Russes. On aurait intérêt à être prudent. Ce qu'on ouais. voit aujourd'hui très clairement, c'est que les banques font de l'ingérence finalement dans la vie politique, en décidant qui peut obtenir un prêt pour une campagne présidentielle, ensuite en multipliant finalement des manœuvres qui entravent l'activité d'un parti politique, ce qui est évidemment très grave, parce que le fait de ne plus avoir un compte bancaire qui fonctionne normalement, ça empêche le processus démocratique, c'est à la vie d'un mouvement politique. Ça n'est pas acceptable, et c'est d'autant moins acceptable quand on est dans l'opacité totale et que la banque est incapable de fournir le moindre début d'éléments qui justifieraient cette décision. Pourquoi cette supposée ingérence à un moment où le Front National, j'allais dire, s'est banalisé? Vous étiez au deuxième tour de l'élection présidentielle. Pourquoi subitement en septembre 2017, en octobre 2017, pardon, il y aurait une prise de position politique des banques? Mais écoutez, on voit pas très bien. Ça, c'est aux banques qu'il faut poser la question. Mais d'accord, mais vous dites c'est pour des raisons politiques. On voit pas très bien ce qui s'est passé subitement cet automne. Par exemple, une décision qu'ils auraient prise avant, mais dont ils auraient considéré qu'en pleine campagne présidentielle, elle aurait été largement commentée et qu'elle aurait peut-être été un peu moins après le cycle électoral. Mais en tout état de cause, encore une fois, c'est aux banques d'avoir des vrais motifs et d'être en mesure de les exposer au minimum aux clients concernés. Or, aujourd'hui, on voit bien qu'il n'y a pas de motif, et parce qu'il n'y a pas de raison valable, eh bien, ils sont incapables de fournir la moindre explication, et ni à la Banque de France, ni au Front National. Pour en terminer avec ce sujet, je voulais qu'on écoute encore Marine Le Pen qui dénonce la Société Générale en des termes un peu étonnants. On l'écoute. J'en appelle aussi aux autres partis politiques, à qui j'écrirai, qui demain seront peut-être victimes, eux aussi, à raison de leur prise de position de cette fatwa bancaire. Alors c'est le mot fatwa qui, moi, m'a étonné. Pourquoi puiser dans le registre de l'islam pour parler de cette histoire? Après tout, vous dites souvent que nous avons des racines chrétiennes et le mot d'excommunication aurait été plus approprié. Oui, je crois que c'est très parlant. Tout le monde sait ce que c'est qu'une fatwa. Et bien là, c'est curieux il s'agit quand même, de cela. Oui, mais il s'agit quand même partout. Non, mais c'est pas y ça. Compris à la Société il s'agit Générale. simplement d'une décision dont tout le monde voit bien qu'elle est non seulement extrêmement injuste, mais extrêmement grave dans ses conséquences démocratiques. Il est évident que ce que subit le Front National aujourd'hui, d'autres pourraient le subir demain, et donc c'est pour ça que nous avons le devoir de mettre ce débat sur la place publique. Alors la fatwa, c'est à la fois une condamnation et un avis juridique. Oui, en l'occurrence, chacun prendra l'aspect qui lui paraît le plus adapté. C'est une discrimination, c'est incontestable, mais évidemment juridiquement totalement infondée. Vous restez avec nous, Nicolas Bay. Il est 8h40, l'essentiel de l'info, Edwige Coupez. Le Pérou, l'Iran et le Panama, le groupe idéal pour la France au Mondial 2018. Les Bleus connaîtront leurs 3 premiers adversaires cet après-midi. Il faut éviter l'Espagne. Début du tirage au sort à 16h au Kremlin, à Moscou. Cérémonie à vivre en direct sur France Info. Le principal suspect dans la disparition de Maëlys, mis en examen pour meurtre et non plus seulement enlèvement. Pour l'avocat des parents de la fillette, il est accablé de toutes parts par des éléments à charge. L'ancien militaire de 34 ans continue, lui, à nier les faits. Décollage pour les premiers avions de Joon, la nouvelle compagnie low cost d'Air France, et mobilisation symbolique ce matin à Roissy des syndicats d'hôtesses et de stewards. La direction vise 40% d'économie sur les personnels navigants. Alerte à la neige et au verglas, 9 départements en vigilance orange dans les Pyrénées, le Massif central et le Var ce soir. Circulation perturbée ce matin dans la Loire, l'Isère, le Poitou. Pas de transport scolaire dans les Deux-Sèvres, embouteillage près de Bourgoin-Jallieu, ralentissement sur la 89 entre Tulle et Clermont-Ferrand. Et puis un trafic SNCF toujours perturbé entre Saint-Étienne et Lyon. France Info. Nicolas Bay, vice-président du Front National et l'invité de France Info, Jean-Michel Apathy. Jean-Luc Mélenchon était l'invité hier soir de l'émission politique sur France 2. On écoute un petit extrait de son intervention. Et oui, mais je commence à en avoir un peu marre, hein. Qu'on vienne me chercher Pouille, moi. Alors, Madame Le Pen n'est pas milliardaire, Monsieur Fillon, il n'a pas de château. J'en ai par-dessus la tête de ce genre de numéro. Chaque fois que je vais quelque part, je me tape Venezuela. On va faire une boîte, vous savez, comme les vaches qui font meuh, là. Meuh, comme c'est Mélenchon, Venezuela. Vous n'êtes pas autre chose que le gouvernement des productivistes. Vous allez nous imposer le CETA, alors qu'aucun Français, jamais, aucun Parlement n'a voté sur ce texte. Voilà, il avait de l'énergie hier soir, Jean-Luc Mélenchon. Vous l'avez regardé, vous l'avez trouvé bon? Non, parce que j'animais une réunion militante en Picardie, mais voilà, j'en ai eu quelques échos. Moi, je vois surtout une grande incohérence, finalement.
Jean-Luc Mélenchon qui prétendait dans la campagne présidentielle défendre le peuple, et puis aujourd'hui, on voit qu'il est, voilà, il est revenu sur le logiciel classique de l'extrême gauche, avec, voilà, en défendant Danielle Obono, qui elle-même justifie, par exemple, le racisme anti-blanc, c'est-à-dire des ateliers d'un syndicat enseignant qui Il a dit qu'il n'était pas d'accord avec ces ateliers. Aux personnes qui ne sont pas de... Il a dit qu'il s'y opposait hier soir. Oui, il l'a dit hier, d'accord, mais en des termes très nets. Il a défendu en même temps très clairement Danielle Obono. Il a défendu aussi le régime vénézuélien, dont tout le monde voit bien qu'il est une dictature. Il se prononce pour la régularisation totale des clandestins, pour la naturalisation massive des étrangers. Il est aussi pour une fiscalité, par la présidentielle, il proposait 100 milliards d'euros d'impôts supplémentaires. Bon, tout ça est quand même très, très, très éloigné des intérêts des Français, et notamment des classes populaires et moyennes. Quand on dit que c'est le premier opposant, ça vous suggère quoi? Non, je crois que ce n'est pas le cas. Je crois qu'il est dans une posture d'opposition. C'est très différent de la véritable opposition. Mais je crois que le Front National est naturellement l'opposition parce que Marine Le Pen était au second tour de la présidentielle. Ça, c'est le choix des Français dans les urnes. Et aussi parce que nous sommes les seuls à porter un projet alternatif. Vous avez dit le Front National et pas Marine Le Pen? Les deux. Marine Le Pen est la présidente du Front National. Mais je crois que nous portons un projet alternatif, ce qui n'est le cas ni de Jean-Luc Mélenchon, dont on voit bien qu'il est sur un projet obsolète de l'extrême gauche la plus outrancière, ni d'ailleurs les Républicains, dont on a toutes les nuances du macronisme chez eux. Ceux qui sont au gouvernement, ceux qui, comme Thierry Solaire, rêvent d'y entrer en se rasant le matin, et puis ceux qui sont encore autour de Laurent Wauquiez, mais qui sont incapables de voter contre la confiance au gouvernement, qui sont incapables d'avoir un discours structuré d'opposition à Emmanuel Macron, et qui reconnaissent même, pour un certain nombre d'entre eux, que Macron mène la politique qu'ils auraient dû mener antérieurement. C'est toujours agréable de parler des autres, hein. On le sent bien dans votre propos. L'invitée précédente de l'émission politique, c'était Marine Le Pen, 19 octobre dernier, 1 700 000 téléspectateurs, le plus mauvais score de cette émission. Est-ce que ça vous a inquiété? Est-ce que ça vous inquiète, ce score-là? Celui-là, il est objectif. Hein. Non, mais je crois que ça correspond aussi à une période qui n'est pas une période électorale intense. Donc l'audimat de ces grandes émissions politiques est moins élevé que pendant la séquence présidentielle. Pour partie, acceptons cette explication, et pour partie, elle paie toujours le prix du débat présidentiel manqué, Marine Le Pen? Mais elle a elle-même reconnu que ce débat avait été raté. Est-ce qu'elle en paie toujours le prix? On le voit d'ailleurs. Est-ce qu'elle en paie J'en sais toujours rien, le prix? ce sera aux Français d'en décider. Mais, elle a toujours l'air mais moi, je d'être crois aujourd'hui que le Front National... déséquilibré, touché par cette séquence. Non, mais forcément, on est dans une période de réflexion, et je dirais que c'est assez sain. Et si, après un cycle électoral aussi intense, qui a permis au Front National de changer de dimension, 11 millions de voix à l'élection présidentielle, eh bien, nous n'étions pas capables de mener un vrai travail de réflexion, une forme d'introspection, pour affiner notre projet, le rendre plus attractif, plus rassembleur. On nous dirait, mais vous êtes incapable d'entendre les Français. Donc, on est en effet dans ce processus-là, mais on est aussi, évidemment, sur tous les sujets, dans la défense de nos compatriotes, parce qu'aujourd'hui, je crois qu'ils voient clair sur ce qu'est Emmanuel Macron. Il voit clair sur la politique qu'il mène dans tous les domaines. Revenons un instant à Marine Le Pen. Il y a une différence entre la réflexion et le doute? Non, mais il n'y a pas de doute. On est dans la réflexion, c'est-à-dire qu'on voit bien... d'elle-même? D'abord, je vous invite à lui poser la question à elle, c'est pas à moi d'y répondre. Vous la connaissez bien, vous savez bien si elle doute ou pas. Écoutez, moi je vois bien qu'il y a eu un sondage il n'y a pas longtemps. Si les présidentielles avaient lieu il y a quelques semaines, si les présidentielles avaient lieu maintenant, elle obtiendrait le même résultat qu'au printemps dernier. Donc on voit bien... Donc vous êtes totalement rassuré. Nous avons une vraie solidité politique, et je pense que le projet que nous portons, il correspond à ce que beaucoup de Français attendent. À nous de lever les incompréhensions ou de faire des clarifications qui sont nécessaires. Par exemple sur l'Europe. Sur l'euro. C'est sur l'euro qu'on vous attend surtout, pas sur l'Europe. Pas seulement sur l'euro, sur la question européenne en général. Nous sommes à la fois très critiques sur l'Union européenne, sur son fonctionnement, sur ses orientations politiques, mais en même temps, nous sommes pour un projet européen différent, une Europe des coopérations, une Europe des nations, c'est-à-dire le contraire de l'anti-Europe qu'ils ont faite. Vous êtes chargé des questions européennes. Hein. Est-ce que vous, c'est une question politique mais personnelle, est-ce que vous, Nicolas B, vous avez clarifié votre position par rapport à l'euro? Est-ce que vous pouvez dire ce matin, il faut sortir de l'euro, ou est-ce que vous pouvez dire ce matin, il faut garder l'euro? En fait, c'est très difficile de répondre à cette question-là. Pourquoi? Parce qu'il y a une vraie question qui est la question de la viabilité à long terme de l'euro sous sa forme actuelle. Ensuite, à long terme, notre objectif... quand on a défendu pendant la campagne présidentielle, notamment l'idée de revenir à une monnaie nationale, c'était pas un objectif en soi. C'était un moyen d'avoir une monnaie qui serve l'économie française. La monnaie, c'est un outil. Aujourd'hui, la monnaie, sous sa forme, l'euro sert les intérêts
l'intérêt de l'Allemagne et des autres pays de l'ancienne zone marque au détriment de la plupart des pays de la zone euro. Donc il y a une vraie réflexion à mener sur la gouvernance de cette zone euro. La BCE indépendante, donc ça dessert nos intérêts. Comme Marine Le Pen le 19 octobre sur France 2, vous dites on verra. Non mais vous n'avez pas bougé. Le but c'est quoi? C'est de retrouver une monnaie qui serve l'économie et de retrouver une souveraineté monétaire. Il y a différents moyens d'y parvenir, à la fois en gardant l'euro et peut-être aussi en sortant, mais il y a tellement de paramètres que ça nécessite des négociations avec les pays concernés, donc on ne peut pas réagir de façon binaire en disant on y reste sous sa forme actuelle sans rien toucher ou on en sort brutalement, ça n'aurait aucun sens. La prochaine élection, on continue à parler d'Europe, en France, ce seront précisément les élections européennes, juin 2019, liste nationale, ce que vous soutenez, le mode de scrutin va être modifié. Marine Le Pen sera la tête de liste évidente de Non, je crois qu'elle a dit elle-même qu'elle ne le souhaitait pas, parce que maintenant elle est élue à l'Assemblée nationale, où elle mène en première ligne le combat pour la défense des Français dans cet hémicycle-là. Alors je connais la tête de liste. Alors. Et donc il y aura forcément une réflexion, une discussion. Non, c'est beaucoup trop tôt pour en parler. On est à 18 mois. Vous êtes député européen, chargé des questions européennes. Nous avons 17 députés européens. On est à 18 mois de l'élection européenne, et vous remarquerez, Jean-Michel Apathy, qu'aucun parti politique pour l'instant n'a désigné ses candidats en général. Non, vous avez raison. On ne vous demande pas le nom. En revanche, ça ne sera pas Marine Le Pen, ça c'est sûr. Je crois qu'elle l'a dit elle-même qu'elle ne le souhaitait pas. Voilà. Mais il ne m'appartient pas de parler à sa place. Encore une fois, je crois que le plus important... Mais vous auriez souhaité qu'elle... Non, le plus important, c'est de mettre... Si vous me permettez, le plus important, c'est de mettre les choses dans l'ordre. Présenter notre projet européen. On est très critique sur l'Union européenne, son fonctionnement antidémocratique. Il faut porter un autre projet d'une Europe de l'identité, d'une Europe de la sécurité, d'une Europe de la prospérité économique retrouvée. Et ensuite, il nous appartiendra d'organiser notre dispositif électoral et les candidatures. D'ici à cette élection européenne, le Front National aura changé de nom ? Ça, ce sont les adhérents qui vont en décider. Il y a, vous le savez, un grand questionnaire qui leur permet de s'exprimer là-dessus, mais sur aussi beaucoup d'autres sujets, sur nos thèmes de campagne, sur notre organisation, sur la stratégie, sur les alliances, etc. Et puis, il y aura des décisions qui seront prises au moment de notre congrès en mars, où il y aura des modifications statutaires et le renouvellement de nos instances. Vous avez une opinion sur le nom, vous ? Écoutez, moi, j'aurai l'occasion de m'exprimer prochainement sur l'opinion personnelle que je défends. Je crois que j'ai eu l'occasion de le dire. Il y a un certain nombre de raisons qui pourraient justifier un changement de nom dans l'absolu. C'est pas, un sujet tabou. Ouais. La question, c'est de savoir comment et à quel moment le faire. C'est comment la vie au Front National sans Florian Philippot ? Écoutez, moi j'ai eu l'occasion de dire, je crois que c'était à votre antenne d'ailleurs, que tout le monde avait sa place au Front National et donc il était regrettable. C'est comment la vie sans lui ? Mais voilà, le Front National d'abord s'en est très bien remis, ça n'a pas pris longtemps, et surtout je crois que son départ a été aussi une forme de clarification. Il avait parfois exprimé de façon extrêmement clivante certains aspects de notre projet en le dénaturant un petit peu. Ça nous permet de le réaffirmer. Par exemple sur l'économie, nous ne sommes pas étatistes, nous sommes équilibré entre un État protecteur et la liberté d'entreprendre. Et sur l'Europe, nous ne sommes pas anti-européens, comme il le laissait entendre parfois, ou comme il le souhaitait, mais alter-européens, nous voulons une autre Europe. Vous restez avec nous, Nicolas Bay. 8h51, l'essentiel de l'info. Edwige Coupez. Comment Airbnb aide ses loueurs à ne pas payer d'impôts sur les revenus de leur location? Révélation de la cellule investigation de France Info ce matin. Le site propose en effet de payer ses revenus sur une carte de crédit rechargeable émise depuis Gibraltar et donc invisible pour le fisc. Une enquête que vous pouvez retrouver sur franceinfo.fr. Débrayage et manifestation des salariés de Castorama et de Brico Déco aujourd'hui pour dénoncer des délocalisations vers la Pologne. 750 postes menacés. Les syndicats espèrent l'intervention d'Emmanuel Macron. Il a fait croire qu'il était au Bataclan le soir des attentats du 13 novembre. Un ambulancier de 29 ans jugé cet après-midi à Versailles pour tentative d'escroquerie. Il risque 5 ans de prison. Les grands noms du foot réunis au Kremlin cet après-midi pour le tirage au sort du Mondial 2018. L'Argentin Maradona, l'Allemand Klose, le Brésilien Cafu ou encore le Français Laurent Blanc. Représentant des 8 pays vainqueurs, ils vont décider des affiches. Les Bleus têtes de série peuvent espérer un tirage favorable, sauf à tomber sur l'Espagne. Cérémonie à suivre à partir de 16h sur France Info. France Info. Nicolas Bay, vice-président du Front National, et l'invité de France Info ce matin, Jean-Michel Apathy. Une pétition circule depuis hier pour défendre, je cite, l'honneur de Gérard Filoche, auteur donc c'est un dirigeant socialiste et auteur d'un tweet réputé antisémite. Vous avez été choqué, vous, par le tweet de Gérard Filoche qui montrait Emmanuel Macron
avec un brassard simili-nazi, $1 à la place de la croix gammée. Et le commentaire de Gérard Filoche, c'était un sale type, les Français vont le savoir tous ensemble bientôt. Et puis à l'arrière-plan, il y avait Patrick Drahi, Jacques Attali et l'un des membres de la famille Rothschild, ce qui est connoté tout cela d'antisémitisme assez évident. Vous avez été choqué par ce tweet, vous ? Oui, je trouve que c'est de très mauvais goût. On peut, dans le débat politique, avoir parfois des critiques qui sont vives contre un adversaire, mais voilà, je pense que c'est évidemment des méthodes qui sont assez choquantes, des insinuations qui sont assez malvenues. C'est un peu plus que de mauvais goût. Oui, voilà, oui, enfin, je pense que vous avez employé cette formule. C'est pour tout dire assez détestable et ça ne correspond pas à la conception que moi j'ai du débat politique. Je pense qu'on peut avoir, encore une fois, voilà, parfois des critiques qui sont très, très dures, mais voilà, je pense qu'il faut se garder de ce genre de comportement et qui est malgré tout très révélateur aussi peut-être d'une idéologie. Le Front National, une idéologie, c'est-à-dire sous-jacente, je ne sais pas quels sont les. Enfin, je connais pas Gérard Filoche personnellement, mais voilà, c'est pas un hasard quand on utilise ce genre d'image assez choquante. Vous employez, peut-être vous, je ne sais pas d'ailleurs, mais Marine Le Pen souvent, Florian Philippot l'employait aussi souvent, le mot d'oligarchie. On ne sait pas toujours ce que recouvre ce mot-là. Vous l'employez, vous, ou pas ? J'ai déjà peut-être eu l'occasion de l'employer. Non, mais il y a, c'est vrai, parfois... C'est un mot que vous assumez ou il ne vous plaît pas trop à vous ? Je ne sais pas, je ne pense pas que ce soit le plus important, mais je pense que ça définit en tout cas clairement la réalité parfois d'une espèce de système un peu organisé. Voilà, aujourd'hui on a c'est vrai, des puissances politiques, économiques, financières, qui parfois, partout, dont on voit bien qu'elles ont aussi parfois des intérêts convergents. Il y en a partout et il y en aura tout le temps. Je vais vous donner un exemple. Quand on voit par exemple Emmanuel Macron, qui prend un certain nombre de mesures fiscales qui vont favoriser considérablement ceux qui ont une conception purement financière de l'économie au détriment de l'économie réelle et avec des liens très forts, même parfois des conflits d'intérêts avec des institutions financières. Eh bien, évidemment, on peut quand même s'interroger sur les motivations profondes de la politique qu'il mène. Mais l'oligarchie, c'est pas votre truc. Par exemple, on retire de l'impôt sur la fortune les placements boursiers ou les objets de luxe, mais par contre, qu'on y maintient les biens immobiliers. Voilà, tout ça, il y a une philosophie politique qui est derrière. Voilà, je pense que Emmanuel Macron, d'une manière générale, et la politique qu'il mène, aujourd'hui, est perçu comme pour ce que c'est vraiment par les Français, c'est-à-dire une politique qui sert les intérêts d'une petite catégorie au détriment de l'intérêt général. Mais l'oligarchie, on voit bien que c'est pas votre truc. Emmanuel Macron a terminé hier soir un voyage officiel en Afrique. Et mardi, il était à Ouagadougou, au Burkina Faso, et il a dit ceci. Je suis d'une génération de Français pour qui les crimes de la colonisation européenne sont incontestables et font partie de notre histoire. Je me reconnais dans les voix d'Albert Londres et d'André Gide, et je n'oublie pas que ces voix, alors, ont été minoritaires en France comme en Europe. Vous êtes de la même génération, parce que vous êtes nés le même jour. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Jumeau astral d'Emmanuel Macron. Voilà, là-dessus, il n'y a pas de problème. Vous êtes d'accord avec lui, la colonisation, ce sont des crimes ? Non, je crois qu'il y a quelque chose d'insupportable chez Emmanuel Macron qui consiste, à chaque fois qu'il est à l'étranger, vous remarquerez, à critiquer la France, à critiquer son histoire. Non, excusez-moi. Non, je ne voudrais pas vous laisser vous échapper là-dessus. La colonisation, est-ce que c'était des crimes ou pas ? Non, mais qu'on reconnaisse qu'il y a eu des dérives, des excès, peut-être même des délits ou des crimes, pourquoi pas ? Mais ce qui est insupportable, c'est de ne parler que de cela. Mais il n'a pas parlé que de ça. Ce qui est insupportable, c'est de ne pas reconnaître aussi les bienfaits, les infrastructures, les hôpitaux, les services publics. Voilà. Il faut essayer d'avoir une vision juste. Quand on fait la balance, écoutez, moi, je suis pas historien, donc je suis pas là pour faire la balance. Mais il y a un vrai problème, c'est de ne parler toujours négativement de l'histoire de France, d'organiser une espèce de flagellation collective. Il va en Afrique, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit la France s'est mal comportée pendant la colonisation. Il dit je vais libéraliser les visas longue durée, c'est-à-dire amplifier encore les flux migratoires de l'Afrique vers l'Europe. Et ensuite, il a une attitude de mépris, ou à tout le moins de grande légèreté, à l'égard du président burkinabé. Je trouve que l'attitude générale d'Emmanuel Macron, à la fois, ne sert pas les intérêts de la France, s'agissant en particulier de la politique migratoire, et les aides économiques là-bas ne sont pas du tout subordonnées à la maîtrise des flux migratoires. Okay. Et de surcroît, il ne donne pas une bonne image sur la scène internationale. Sur la forme, on a compris que ça vous avait dérangé qu'il le... Mais sur le fond...
Vous êtes donc d'accord? Non, les crimes de la colonisation, vous venez de le dire. Il y en a Oui, eu, vous l'avez mais dit. vous savez, des dérives ou des excès, il y en a eu C'est ça le plus important, en c'est le permanence fond, c'est pas la dans forme, tous les le aspects lieu et ou l'heure, toutes non? les Et pour étapes être- pour de être- notre histoire. Mais pour être il serait précis- peut-être temps d'arrêter pour être précis- d'être dans la culpabilité permanente, et il faut aussi valoriser les grandes heures de l'histoire de France. Pour être et précis- dans la colonisation, si on a une vision équilibrée, on peut souligner sans doute des dérives, c'est vrai, mais aussi des bienfaits, notamment pour le continent africain. Pour être précis, Emmanuel Macron n'a pas parlé de la France, il a parlé de l'Europe, la colonisation Oui, mais je européenne. pense qu'il- Et il le parlait Zimbabwe, de la France dans et l'actualité, des nations européennes. nous montre bien comment la colonisation a pu être un problème pour ces pays. Un mot, l'équipe de France de football connaîtra ses adversaires ce soir à Moscou pour la Coupe du Monde. Vous intéressez pas au foot? Un petit peu, je sais C'est pas. très c'est rare pas que les forcément dirigeants sport du Front que je National suis le s'intéressent au plus, football. mais moi j'espère que l'équipe de France fera un beau parcours et Telle qu'elle peut-être, oui bien sûr, j'espère qu'elle arrivera le plus haut possible et si possible qu'elle gagne en finale. L'équipe de France dans sa diversité, vous espérez qu'elle arrive le plus loin possible? Mais vous savez, moi j'ai pas une vision comme ça. Pour moi, c'est l'équipe de France avant tout. Merci beaucoup Nicolas Beb, bonne journée à vous. Bonne journée.